ce que nous avons perdu est plus important que ce que nous avons gagné. Nous avons gagné quoi? Du confort, de l'espérance de vie, des progrès techniques, de l'espérance de vie. Quelle vie? Qu'est-ce qu'il y a dans cette vie plus longue? Est-ce qu'elle est plus riche que les vies courtes? Je n'en suis pas sûr. Nous avons gagné tout cela, qui relève de la technique. Ce que nous avons perdu relève de la convivialité, de l'humanité. L'entraide, la solidarité, la joie de vivre, la gaieté, la légèreté, la pudeur. Toutes sortes de choses qui faisaient l'homme et la femme ancienne, vous voyez, je suis inclusif. Tout cela s'est évaporé, s'est dilapidé. Et ce sont des valeurs affectives, des valeurs qui ressortent au plus profond de l'humanité et qui sont infiniment supérieures que le fait d'avoir un iPhone avec des fonctions dont personnellement moi je ne me sers pas des trois quarts d'entre elles. Et donc la perte me paraît plus importante que le gain. Alors je sais bien, j'idéalise pas le monde ancien, vous savez, les gens de droite voient l'âge d'or dans le passé, les gens de gauche ils le projettent dans l'avenir. Évidemment que ce sont des visions réductrices. Moi je pense pas que le passé était idéal, le passé pouvait être féroce, atroce, dur, mais en termes d'humanité, si vous voulez, je pense que nous avons beaucoup perdu en qualité humaine, Et c'est, si vous voulez, tout le thème de mon livre est là, Apolline de Malherbe. C'est que le grand remplacement dont on parle depuis 10 ans n'est pas... Enfin, dont on parle, dont une certaine droite parle. Ben, les journalistes aussi, parce qu'ils sont emparés de ce thème, pour le critiquer, certes, mais ce grand remplacement, c'est pas le grand remplacement ethnique, si vous voulez. Le grand remplacement qui est intervenu, c'est le remplacement de l'homme par le post-humain. C'est le remplacement de l'homme religieux par le consommateur, par l'homme économique. Vous avez évoqué à l'instant le fait qu'il y avait une lecture d'une certaine droite, dites-vous, qui verrait dans le grand remplacement, c'est-à-dire l'arrivée massive d'une immigration, ce serait l'origine de tous nos maux, et vous dites je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est quand même très intéressant de penser que là-dessus, vous rejetez la lecture immigrationniste ou obsédée de la question de l'immigration d'une certaine droite? Alors écoutez, le charme de cette émission, c'est que nous avons le temps. Et ça, c'est une vertu du monde ancien. Prendre le temps d'expliquer les choses. Aujourd'hui, vous le savez, la loi de l'audimat, c'est on zappe, on va vite, on a peur que les téléspectateurs aillent sur l'autre chaîne parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils trouvent que c'est long et fastidieux. Je vais essayer de vous l'expliquer avec toute la force de conviction dont je suis capable. Je ne sais pas si j'arriverai à quelque chose, mais il faudrait que je remonte finalement loin en arrière. Vous savez, ça fait longtemps que je suis journaliste. Et j'ai été, il y a 40 ans, directeur d'un hebdomadaire qui s'appelait Minute. Aujourd'hui, quand on parle de moi dans la presse, on ne manque pas pour m'accabler de rappeler Patrick Buisson, virgule, ancien directeur de Minute. Ah, sans doute pour me faire honte. Eh bien, je vais vous dire pourquoi je suis particulièrement fier d'avoir dirigé ce journal il y a 40 ans. Nous étions les seuls à dire « attention ». Les seuls, vous m'entendez bien. Attention, l'immigration est un crime. C'est le crime d'un certain, par exemple, patronat, qui a fait venir cette main-d'œuvre pour l'esclavagiser. Il faut appeler les choses par leur nom. Et en même temps, vous dites que c'était les immigrés qui étaient victimes. Ah oui, bien sûr. Mais ça posait un problème politique. Je vais essayer d'aller au bout de mon raisonnement. Pour les esclavagiser, en faire une main-d'œuvre taillable et corvéable à merci, qu'on payait en dessous d'ailleurs du prix légal, pour faire concurrence à la main-d'œuvre française. Voilà. D'ailleurs, à l'époque, c'était très curieux, il y avait une convergence entre Minute et le Parti communiste français. Georges Marchais écrivait au recteur de la mosquée de Paris pour lui dire exactement la même chose, en disant c'est un crime contre la nation française et contre la classe ouvrière. Donc, c'était une faute politique très lourde. Il n'y avait pas de racisme là-dedans. Contrairement, évidemment, nous étions ostracisés, marginalisés, nous étions les seuls. C'était vraiment l'époque de l'interdit professionnel. Dire des choses comme ça était monstrueuse. Aujourd'hui, tout le monde partage ce constat. Pratiquement tout le monde dans la classe politique. Je vous disais, le vrai grand remplacement, c'est celui de l'homme par les post-humains. C'est celui qui a tout permis. Il faut comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien de ce qui s'est passé depuis 40 ans. Je dis à mes amis de droite, il m'en reste encore beaucoup. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Vous faites fausse route. Ce n'est pas le bon chemin. C'est une erreur magistrale que nous paierons. Le problème, ce n'est pas tant l'islam que l'immigration. Il ne faut pas se tromper dans l'analyse. Ceux qui font l'analyse inverse, qui mettent la question de l'islam avant le problème de l'immigration, se trompent.
et ils seront responsables des grands malheurs qui pourraient arriver à la France dans les années qui viennent. L'islam, Apolline de Malherbe, n'est que le miroir de nos insuffisances et de nos démissions. L'islam nous renvoie à l'image de notre déclin et, j'ose le mot, de notre décadence. C'est ça qui nous est insupportable. Mais le problème du vivre ensemble et de la cohabitation, il se pose pas simplement du côté des musulmans, il se pose du côté des Français, de la communauté nationale, qui devraient s'interroger. Qui a délaissé le sacré, on va y revenir, mais... Pardon, je m'arrête quand même un instant. On vous a dit très proche de quelqu'un comme Éric Zemmour, de quelqu'un comme Marion Maréchal Le Pen. Si j'écoute précisément ce que vous me dites à l'instant, au fond, pour vous, d'abord, vous n'êtes pas d'accord avec cette obsession-là, et vous considérez même qu'il y a une forme de souffler sur les braises. Vous dites qu'ils auront une responsabilité. Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'ils recherchent presque une forme de guerre civile ? Alors, moi, je ne veux absolument pas personnaliser ce débat. Je voudrais m'expliquer vraiment à fond, puisque nous sommes là pour ça. Sur le rapport entre la société française et l'islam. Une des sources du malaise, c'est il ne faut pas prendre la partie pour le tout. Il ne faut pas prendre la conséquence pour la cause. C'est ce qu'on fait lorsqu'on se focalise sur l'islam. Notre rapport à l'islam, il est lié au recul du sacré dans la société française. C'est comme ça. Nous sommes une société où le sacré nous est totalement étranger. À quoi voulez-vous que les musulmans s'assimilent ? Quelles valeurs nous leur proposons ? Il n'y a pas de commun substantiel, il n'y a pas de projet collectif. Pierre Balland disait fort justement, on n'habite pas une séparation. Il y a une séparation totale entre les musulmans et la société française. Ils sont habités d'un double sentiment explosif. Un sentiment de supériorité en termes de civilisation. Ils nous regardent comme une... Et si je vous écoute, ils ont raison. Ils nous regardent comme une société apostate, décadente, réduite à la marchandise, à la consommation. Vous partagez ? Sur un point. Vous partagez. Oui, il y a un certain nombre de choses, oui, c'est certain. Et puis l'autre sentiment, c'est le sentiment d'infériorité, parce que c'est lié à leur impuissance, à leur marginalité dans la société française. Donc, vous voyez, c'est un cocktail explosif que ces deux choses-là. Est-ce que ça veut dire que finalement, le fait que plus aucun Français n'irait mourir pour sa foi, voilà. Plus aucun Français n'irait mourir pour l'Église, pour défendre l'Église catholique, voire même pour l'Église catholique, simplement, vous savez, il y a un sacré transcendant, qui sont les religions, et puis il y a un sacré, qu'on va dire horizontal, ou voilà, qui peut être, par exemple, la patrie a été une religion. Oui, il y a des millions de Français qui sont morts pour la France en 14-18, en 40-45. Mais vous faites presque l'éloge, Patrick Buisson, de ceux qui considèrent que les lois de leur religion sont supérieures aux lois de la République. Ben, un catholique considère que la loi naturelle est supérieure aux lois de la République. Et vous vous en réjouissez ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Ah, mais je considère que ça ne me scandalise absolument pas qu'un croyant place la loi naturelle, la loi divine au-dessus de la loi de la République. Sinon, mais comment on fait pour vivre ensemble si on n'est pas de la même religion ? Si on n'est pas de la même religion, c'est un autre problème. Ça ne fonctionne que si tout le monde est de la même religion. Non, ça fonctionne qu'à partir du moment où on partage les valeurs du sacré. C'est-à-dire qu'on pense que l'être n'est pas un être unidimensionnel, un être réduit à ce qu'il possède, un être réduit à ce qu'il consomme, un être réduit à sa peau. Écoutez, dans les années 60, il n'y avait aucun problème d'assimilation entre le million de musulmans qui étaient en France et les Français. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que nous avions un modèle attractif. Ça s'appelle le patriotisme. Il était vivant. Il y avait une identité profonde qui faisait que les musulmans la respectaient. Et puis, il y avait une convergence, une proximité morale et symbolique entre l'islam et une France qui était encore chrétienne. Moyennant quoi, les choses se passaient plutôt bien. Aujourd'hui, ce n'est plus possible en raison de la déchristianisation de l'Occident. Vous voulez le comprendre ? C'est-à-dire, je voudrais vous poser dans les grandes religions monothéistes, il y a un tronc commun que l'on partage. C'est le sens du sacré. C'est de savoir que l'homme est un animal sacré. Le fond religieux, anthropologique, consubstantiel à l'homme. Je voudrais revenir sur l'essentiel. Donc les musulmans portent ce regard sur nous. Nous ne pouvons pas leur offrir aujourd'hui un projet d'assimilation. Donc il faut bien chercher d'autres solutions ailleurs. Et c'est là où je vais répondre à la question que vous me posiez sur les choix stratégiques qui pourraient être faits par une certaine droite aujourd'hui. C'est quoi Pardon, je voudrais qu'on s'arrête un instant parce que depuis tout à l'heure vous dites certaine droite. J'ai eu peut-être la faiblesse de réutiliser la même expression. Je voudrais qu'on sache de quoi on parle. C'est quoi une certaine droite ? Non,
Si vous personnalisez le débat, on y arrive. Bah oui, mais moi je veux pas qu'on dise une certaine droite, c'est trop facile. C'est comme quand on dit le système, c'est trop facile. J'ai des relations, mais non, j'ai des relations d'amitié, parfois des divergences. Mais je vous le mettez où, le certaine droite? Je suis pas en banquier, mais c'est dans l'air du temps. Vous ouvrez les télévisions, regardez, lisez, et vous verrez que c'est dans l'air du temps. Vous parlez des chaînes de télévision d'une certaine droite, des journaux d'une certaine droite. Simplement, je veux pas personnaliser les choses. Je vais vous dire simplement une chose. Moi, je voudrais simplement que ceux qui nous écoutent sachent de quoi vous parlez. Eh bien, écoutez, ils vont comprendre tout de suite. Vous voyez, là, il n'y a pas besoin de recourir à la vulgarité des procès personnels. Et j'ai pas du tout envie de les faire. Quand une idée devient une opinion, quand une idée se dégrade en opinion, et concédez-moi que dans les médias, parfois, il y a beaucoup plus d'opinions que d'idées. On éditorialise et on a rarement des idées, mais beaucoup d'opinions. Quand une idée devient une opinion, c'est que c'est une idée morte. C'est que la part de réel qu'elle contenait s'est évaporée. Bon, il y a des gens qui voient juste et qui pensent juste 10 ans avant, mais la vie bouge, le monde bouge. Et je vais vous dire une chose qui me paraît importante liée à cela. Quand ce qu'on a appelé longtemps le politiquement incorrect, d'accord, devient une forme de politiquement correct. Quand ce qu'on a appelé le politiquement incorrect n'est plus un acte de résistance et un acte de courage, comme ce fut le cas pendant très longtemps, ça devient quoi, Pauline de Malherbe? Ça devient une stratégie de carrière. Ça devient une stratégie de carrière. C'est un petit business aujourd'hui, le politiquement correct? Bon, comme le politiquement correct l'a été très longtemps, ce sont les hommes, c'est comme cela, si vous voulez. Et d'une manière générale, je vais vous dire en employant une image historique qui peut-être vous agacera, mais c'est comme ça. Il y avait, vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants de 42, 41, 42, très peu nombreux, très peu nombreux. Et puis il y a eu les résistants du mois d'août 44, ceux qui se mettaient des brassards, ceux qui jouaient les fiers à bras, les tartarins, etc. Au mois d'août 44, lorsque l'armée américaine avançait, il n'y avait plus aucun risque, plus aucun danger. Eh bien, Pauline de Malherbe, il ne faut jamais suivre les résistants du mois d'août 1944. Ce sont eux qui pratiquent les exécutions sommaires. Ce sont eux qui tirent dans le dos. Ce sont eux qui rasent les femmes et les promènent dans la rue. Jamais suivre, jamais, les résistants de 1944. Comme disait Éluard, comprenne qui pourra. Et moi, j'ai une autre image. Vous savez, dans les courses de Formule 1, on voit les voitures de tête qui mènent la danse, là, le peloton des voitures de tête. Et derrière, tout derrière, il y a une voiture qui paraît à la peine, qui âne derrière les autres et dont on se moque. C'est le dernier, allez, il va pas y arriver, celui-là. Sauf qu'elle a un tour d'avance. Eh bien, c'est ça, les réactionnaires. Ils ont souvent un tour d'avance. Ils voient les choses avant les autres, et quand l'énorme masse des autres les découvre, eh bien, les choses ont changé, si vous voulez. Donc, quand les choses ont changé, il n'y a aucune raison de ne pas le dire, de ne pas être dans la position de l'éveiller en disant « vous vous trompez, maintenant, le réel que vous croyez percevoir a changé. » Je dis donc à mes amis, qui restent mes amis, et je voudrais les en convaincre, que le grand remplacement n'est peut-être pas là, où ils le voient, où ils le dénoncent, et je leur dis... Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui les musulmans en France sont victimes d'une forme de cabale ou de stigmatisation? Non, d'incompréhension. Parce que le sacré est devenu pour nous totalement incompréhensible. Ce qu'il représente est devenu incompréhensible. Nous sommes pratiquement la seule nation d'Europe, la seule, où les signes religieux sont interdits dans l'espace public, ou pratiquement bannis. Vous le regrettez? Dans l'espace public. Ben, je le constate simplement. Non, mais vous trouvez que c'est bien, c'est pas bien? Bon, écoutez, moi, je n'ai jamais été un laïciste forcené. Je trouve qu'on devrait pouvoir, effectivement, manifester sa foi comme on l'entend. Moi, autant je suis pour... Jusqu'où, ça veut dire, par exemple... porter un signe religieux n'est pas une... Le voile pour les femmes? Ben écoutez, c'est ce que j'ai écrit dans un entretien à Valeurs Actuelles cette semaine. J'ai plus de respect pour une femme voilée que pour une Lolita en string de 13 ans. Ouais, j'ai plus de respect. J'ai plus de respect pour un musulman qui fait sa prière 5 fois par jour que pour les bobos écolos à trottinette. Je considère que en humanité, ce ne sont pas des êtres inférieurs. J'ai même plutôt tendance à considérer qu'ils sont supérieurs. Voilà. Et donc cette vision-là, moi, qu'est-ce que ça a de tout est pornographique à ce moment-là. La marchandise est pornographique. Je ne devrais pas dire ça sur une chaîne d'information continue, mais la publicité est une obscénité et pornographique, c'est une agression. Il y a d'ailleurs des publiphobes, hein, voilà. Pourquoi le signe religieux, les manifestations religieuses seraient reléguées dans l'enfer où était contenu et sanctuarisé, j'allais dire, le sexe au 19e siècle? La religion est devenue un tabou, comme la mort, par exemple. D'ailleurs, on dit même plus la mort, on dit la faim. Il y a un protocole hospitalier, c'est plus le terme naturel de la vie, la mort. Il n'y a plus la dimension sacrée de la mort, il y a simplement
la fin de la vie organique. C'est une défaillance technique. Baudrillard a eu un mot très juste dans les années 70 lorsque il avait vu tous les travaux extraordinaires de Philippe Ariès sur l'homme devant la mort. Il a dit maintenant la mort est devenue quelque chose, une anomalie impensable. Mais non, elle fait partie de la vie, la mort. Et évidemment qu'elle lui donne son sens. Eh bien, ce que nous a révélé la crise, c'est cela, par exemple. C'est que cette dimension sacrée est évacuée. Elle n'est pas chez les musulmans. Elle n'est pas chez les croyants d'autres religions, notamment le catholicisme. Et donc, évidemment que les vrais problèmes sont là. Parce qu'on ne construit pas une société. Vous savez, c'est une vision que les croyants, en tout cas catholiques, condamneront. La religion, c'est ce que l'homme a inventé de meilleur pour faire société. Religarer, relier. La religion, à la fois, surtout le catholicisme, elle est à la fois microcosme et macrocosme. Elle relie les hommes entre eux et elle relie les hommes au ciel. Quand vous dites les croyants, c'est le lien qui a le plus résisté dans l'histoire. Quand vous dites les croyants, est-ce que vous vous incluez dedans? Dire que je ne le souhaite pas ne serait qu'un vœu pieux. Je me méfie énormément de ceux qui tiennent ce discours pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. Je vous disais, n'entrons pas dans une croisade contre l'islam. Il y a un moyen d'éviter les conflits, on le connaît, c'est une politique de régulation de l'immigration drastique, de manière à faire baisser le poids démographique de l'islam en France, parce que nous ne pouvons pas prétendre à une politique d'assimilation qui ne repose sur rien. C'est le seul traitement qui est à notre disposition. Il n'y en a pas d'autre. Et pour ceux qui restent en France, les musulmans doivent être laissés libres de pratiquer leur culte. Car la République, après tout, s'est fait une spécialité de la persécution religieuse. Ça a commencé par l'Église catholique, la constitution civile du clergé, 92, les prêtres chassés, déportés, exilés, 1905, avant l'expulsion des congrégations, la confiscation de leurs biens. Aujourd'hui, dans cette grande tradition, nous voulons nous tourner vers l'islam. Nous avons fait vivre les musulmans et les traiter comme on a traité les catholiques au début du siècle dernier. C'est toujours la même idée, si vous voulez, je veux dire pas laïque, je veux dire laïciste, laïcarde, qui pense que les religions c'est le mal, que c'est de l'aliénation suprême. Mais où est l'aliénation? Nous nous sommes débarrassés du religieux, nous nous sommes débarrassés de l'hétéronomie, l'aliénation religieuse. Pour quelle dépendance? La France est le premier pays de consommateurs de psychotropes au monde, 65 millions de boîtes. On est passé du prêtre au psy. Voilà. L'inversion d'ailleurs du nombre de prêtres et de psy est spectaculaire. Seulement le prêtre c'était gratuit, on donnait ce qu'on voulait, le psy c'est payant. C'est à l'image de ce monde qui marchandise les prestations qui hier étaient gratuites. Il n'y a plus de gratuité, tout doit être payant. L'aide morale, psychologique qu'on peut apporter aux individus, ça se paye. C'est une prestation comme les autres. Vous vous rendez compte de ce monde-là? Le monde ancien c'était le monde de la gratuité, c'était le monde du don et du sacrifice.